C'est avec un immense plaisir que je co-préside ce panel numéro 4 avec le Dr Richard Tchabi Kamvi, qui est l'ancien ministre de la Santé de la République de Namibie, dont le thème porte sur l'Afrique post-Covid-19. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce forum, très pertinent, dont l'objectif est de faire le bilan de la pandémie du Covid-19 qui a secoué le monde entier et dont le scénario pessimiste et catastrophique qui a été prévu pour l'Afrique a été déjoué et ainsi dégager des perspectives sous forme de préconisation. En effet, je me propose d'introduire et d'animer le premier sous-thème, puis de passer la modération du deuxième sous-thème à Monsieur le ministre Kabvi. Il est toujours très difficile de faire sa propre présentation, mais en bref, je m'appelle Aminata Mbengue Ndiaye. Je suis la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales du Sénégal, qui est la 4e institution de la République du Sénégal, institution que je dirige depuis novembre 2019. Je préside également le Parti socialiste, lequel est représenté au Parlement du Sénégal et dans le gouvernement par 2 ministres. J'ai occupé dans ma carrière 2 autres postes de ministre, le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, ensuite le ministère de la Femme et de la Solidarité nationale. Je me définis donc comme une panafricaniste convaincue et une ardente militante du progrès des femmes et des causes justes. Je voudrais à présent demander au ministre Kamvi de se présenter avant l'introduction du sujet, à savoir quel nouveau système de santé pour l'Afrique post-Covid. Monsieur Kamvi. Monsieur Kamvi ne nous a pas encore rejoint, Madame la Présidente. D'accord. Donc, s'il n'est pas là? Je pense qu'il faut introduire directement le premier thème avec Madame Lucie. D'accord. D'accord. Donc, le premier thème, c'est quel nouveau système de santé? Bien que l'Afrique ait montré une très grande résilience face à la pandémie de la COVID-19, car selon les statistiques de la pandémie, les statistiques officielles, elle reste le 2e continent le moins touché avec plus de 15 000 décès devant l'Océanie. Force est de reconnaître que celle-ci a eu un impact négatif dans tous les systèmes de santé et l'Afrique représente seulement 3% des cas de contamination. Mais la pandémie lui a porté un sérieux coup sur tous les plans avec des conséquences sociales et économiques. En de pareilles circonstances, dans un monde globalisé, les méfaits sont naturellement partagés par toutes les nations, d'autant plus que la mobilité internationale a connu un ralentissement au contour d'arrêt, alors que nos économies sont liées à de multiples facteurs exogènes. En dépit des investissements massifs consentis au plan sanitaire, sécuritaire, social et économique, la pandémie aura révélé des défaillances et des manquements dans la gestion des systèmes de santé qu'il convient de revoir et de réinterroger dans les différentes composantes. En effet, les systèmes de santé mondiaux ont montré leur extrême fragilité et leur précarité face à la propagation fulgurante de la pandémie, surtout au niveau des milieux éloignés des capitales. Parfois, les infrastructures n'offraient pas toutes les opportunités, comme l'équipement nécessaire et le matériel adéquat, les respirateurs, les lits adaptés, les thermoflages, les masques de protection pour accueillir et gérer les soins des malades. De plus, il a été noté une insuffisance de l'expertise médicale dans la gestion de la crise, épidémiologistes, urgentistes, infirmiers, afin d'augmenter la capacité de riposte face à l'onde de choc qui a bouleversé toutes nos certitudes. Dans la même veine, les pays ont été caractérisés par l'inexistence d'une entente autour du protocole de traitement et des médicaments à administrer aux patients,
mais également dans la gestion des cas graves. On dirait que chaque pays est allé à l'aveuglette ou selon sa conviction personnelle et son expérience propre. En effet, à partir des leçons apprises, il s'agit de s'interroger autour des questions relatives à la gestion et à la motivation des ressources humaines, à l'amélioration des infrastructures, du matériel, de l'équipement, de la logistique, le suivi-évaluation, de la communication de crise, de même que sur l'efficacité et l'efficience de nos systèmes de financement. Au regard de ce qui précède, il me revient de demander à Mme Lucie Imboua-Niawa, vous qui êtes la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé au Sénégal, pour introduire donc le sous-thème « Quel nouveau système de santé ?» Plus précisément, je voudrais que vous répondiez à la question suivante. Beaucoup craignaient que la pandémie COVID-19 allait dévaster l'Afrique en raison de son système de santé précaire. Étant la représentante de l'OMS au Sénégal, quelles sont les leçons apprises, les pistes de réflexion pour un système de santé robuste apte à résister en cas de pandémie? Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, chers panélistes, chers participants, je voudrais vous présenter les leçons apprises de la pandémie de COVID-19, mais également jeter les pistes de réflexion pour un système de santé post-Covid. Madame la Présidente a presque fait ma présentation, je le dirais. Elle a brossé tous les éléments de cette présentation, mais on va essayer d'en discuter tout de même. Je vous présente le support que j'ai préparé. J'espère qu'il se voit. Oui, oui. OK. Alors, pour cette présentation, je vais brièvement parler de l'état de nos systèmes de santé avant la pandémie de COVID-19 et les leçons qui ont été tirées de la pandémie, ainsi que quelques pistes de réflexion pour le système de santé résilient. Et nous allons conclure et attendre des questions de clarification au besoin. Dans quel état étaient nos systèmes de santé avant la pandémie de COVID-19? Nous savons que nos pays, dans la région africaine de l'OMS, sont à des niveaux variables, mais dans la plupart des pays, nous avons vu des lacunes dans la gouvernance, dans le leadership et la gestion du système de santé. Nous avons aussi une insuffisance des ressources humaines en quantité et en qualité. Souvent, ces ressources humaines se retrouvent concentrées dans les villes et dans les zones faibles d'accès. Il y a très peu d'agents de santé qualifiés. Il y a également un accès insuffisant aux médicaments essentiels et aux autres produits de santé, ainsi que les équipements. Les paquets de soins de santé essentiels sont disponibles de manière variable et lorsqu'ils sont disponibles, ils sont souvent incomplets. Les systèmes de référence et de contre-référence sont faibles et il y a une discontinuité des services de base pendant les urgences sanitaires. Le fait qu'il y ait peu de ressources humaines de santé ou un nombre inadéquat de ressources humaines de santé, lorsque se pose une urgence sanitaire, ce personnel de santé est concentré pour la réponse et du coup, les services de base ne peuvent plus être dispensés de manière continue. On l'a vu dans la COVID-19. La qualité des services de santé n'est pas optimale et les données sanitaires sont disponibles, mais lorsqu'elles sont disponibles, elles ne sont pas complètes, elles ne sont pas toujours désagrégées et leur utilisation pour la prise de décision est limitée. Enfin, les communautés ne sont pas suffisamment engagées dans les problématiques de santé. En ce qui concerne le système de santé pendant la pandémie, nous avons vu que les lacunes dans les fonctions de base qui prévalaient avant la pandémie ont été même exacerbées. Et ceci, souvent, a été dû à l'insuffisance de préparation aux urgences sanitaires.
nous savons qu'il y a un certain nombre de capacités de base auxquelles les pays doivent obéir pour se préparer aux urgences sanitaires. Et malheureusement, nous avons vu au cours de la pandémie que les lacunes dans le système de santé étaient souvent dues à l'insuffisance de préparation. Alors, ces lacunes ont été observées un peu sur tous les piliers du système de santé, en l'occurrence la gouvernance, le financement de la santé, la prestation des services, la gestion des ressources humaines, et ainsi que sur tous les autres piliers tels que les données sanitaires. Il y avait une faible coordination de la riposte au niveau infranational, c'est-à-dire au niveau région, district, au niveau décentralisé. Dans la plupart des pays de la région africaine, la riposte s'est concentrée au niveau des capitales et la décentralisation de cette riposte n'a pas été tout de suite pensée et mise en œuvre. La faible implication des autres secteurs. Nous avons pu assister au Sénégal sur une riposte où tous les secteurs ont été impliqués. Donc, cette question d'implication des autres secteurs, la multisectorialité qu'on appelle de tous nos voeux, elle a pu s'observer dans certains pays, dont le Sénégal, mais en général, il y a une faible implication des autres secteurs et on a retrouvé un système de santé qui ployait sous le poids de la riposte alors que les autres secteurs pouvaient prendre une partie de cette riposte et travailler de concert avec la santé. Il y a eu une dépendance aussi excessive des soins hospitaliers au détriment des soins primaires. Il n'y avait que les grands centres hospitaliers qui étaient sollicités de manière importante pour pouvoir prendre en charge les cas. Nous avons tous assisté avec l'arrêt du transport aérien au manque d'approvisionnement tant au niveau national qu'au niveau mondial. Et nous avons vu à ce moment-là la fragilité du système d'approvisionnement. Il y a été aussi noté une capacité limitée dans l'utilisation des technologies de l'information et des données épidémiologiques pour guider les actions. C'était souvent les rumeurs qui guidaient les actions lorsque la rumeur était trop persistante. Mais l'analyse des données qu'on avait collectées et qui étaient à notre disposition était souvent sous-utilisée pour prendre la décision. Par rapport à cela, nous avons également remarqué qu'il y avait une méconnaissance ou une mauvaise interprétation du règlement sanitaire international, ainsi que toutes les bases juridiques de cet instrument, et dans les pays, quel que soit le niveau de développement. Nous l'avons vu dans les pays développés comme dans nos pays de la région africaine. Alors, tous ces constats ont donné un grave revers pour la couverture sanitaire universelle. Et on a vu que des gains en termes de développement sanitaire qui avaient été durement acquis au cours de toutes ces dernières années étaient perdus. Et il y a une nécessité de briser le cycle panique-négligence et de ne pas répéter ce qui s'est passé. Je me souviens que lorsque nous préparions le Sénégal à la pandémie, à l'épidémie qui est devenue ensuite une pandémie, il y a quelqu'un, et si cette personne est en ligne, elle se reconnaîtra, qui a demandé « mais pourquoi nous sommes dans l'émotion ?» J'ai dit « nous sommes dans l'émotion parce que après la crise, on s'endort. » Et ça résulte, le terme cycle, panique, négligence, résume bien, illustre bien ce que je dis. Lorsqu'il y a une crise, tout le monde est en action. On est paniqué et on agit sous l'émotion. Mais dès lors que la crise passe, eh ben, on baisse les bras et jusqu'à la prochaine crise. Et on ne se prépare pas. Et on a l'habitude de dire que la future crise, elle se prépare au moment à la crise présente. Donc, il faut dans ce cas construire mieux. Et la COVID nous offre une opportunité de repenser le renforcement du système de santé et préparer une meilleure préparation et enclencher une meilleure préparation aux urgences sanitaires. Alors, pour pouvoir avoir ce système de santé résilient,
on a beaucoup parlé de système de santé résilient après la crise Ebola, mais malheureusement, ou heureusement, il y a un pan qui est heureux puisque nous avons utilisé les leçons tirées d'Ebola pour pouvoir se préparer. Et je pense que c'est ce qui nous a aidé aussi à répondre à la pandémie actuelle. Mais il faut exploiter l'élan politique que nous avons pour accélérer la marche vers la couverture sanitaire universelle. Exploiter l'élan politique actuel également pour transformer nos systèmes de santé avec un accent sur les soins de santé primaire et la préparation aux futures menaces. Il faut investir dans la santé et au-delà. Au-delà, c'est-à-dire investir aussi dans les autres secteurs pour mettre en place des mécanismes de financement collectif pour que les services individuels basés sur la population soient offerts et que certains éléments clés du système de santé, tels que l'information sanitaire, le laboratoire, les équipements et autres, puissent être financés. Il faut également qu'il y ait des ressources humaines disponibles capables de gérer la préparation et la riposte aux situations d'urgence tout en poursuivant les soins essentiels de santé. Et il faut une implication accrue du secteur privé. Le secteur privé nous a montré sa contribution au cours de cette pandémie et il faut l'impliquer un peu plus, ainsi que les communautés, pour qu'elles puissent se prémunir du risque lorsqu'une crise sanitaire apparaît. Alors, en ce qui concerne le système de santé résilient, pour qu'il le soit, il faut que les services de santé soient intégrés et qu'ils soient de qualité, avec un accent centré sur la personne, sur les soins de santé primaires, les systèmes de référence également, aux différents niveaux de soins. Il nous faut des mécanismes coordonnés pour l'approvisionnement en produits médicaux de qualité, pour améliorer aussi l'accès à tous aux médicaments et aux technologies de santé. Nous avons constaté ce manque d'approvisionnement pendant plusieurs mois et c'est la raison pour laquelle nous devons développer notre industrie pharmaceutique au niveau local et au niveau régional. Et pour ça, nous avons nos communautés économiques régionales qui peuvent nous aider. Il faut renforcer la réglementation des produits médicaux en tant qu'élément d'intégration des systèmes de santé et en tant qu'élément facilitateur de la prestation de soins de qualité. Et enfin, la gestion des risques liés à la COVID-19 et aux autres risques d'urgence et de catastrophe sont nécessaires et cela passe par le renforcement des principales capacités du règlement sanitaire international. En conclusion, je voudrais dire que le besoin d'un réseau mondial ou régional de résilience est un impératif pour nos pays et c'est une reconnaissance que les agents pathogènes ne respectent pas les frontières. Et c'est pour ça qu'il nous faut développer plus de coopération avec les pays frontaliers et qu'il faut développer plus de mécanismes transfrontaliers. La maîtrise du règlement sanitaire international est impératif et ça appelle également à un développement de la santé publique pour disposer des moyens pour coordonner la préparation et la riposte aux urgences sanitaires. Et enfin, reconstruire un système de santé décentralisé, équitable. Non seulement le niveau central devra être développé, mais également le niveau décentralisé, fondé sur les soins de santé primaire. Et c'est à ce prix que nous atteindrons la couverture sanitaire universelle. Donc, je voudrais terminer pour dire que si nous avons un système de santé sûr qui gagne la confiance et le soutien de la population ainsi que des dirigeants politiques locaux, en fournissant de manière fiable des services de haute qualité en dehors des crises, on peut dire que c'est un système de santé résilient. Je vous remercie.
Madame la Présidente, je pense que Madame Imboua a terminé. Allumez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup à Madame Lucie Imboua-Niava pour les réponses très précises et pertinentes qu'elle vient donc d'apporter. Nous avons pris bonne note des leçons apprises et des mesures que vous préconisez également pour rendre les systèmes de santé des pays d'Afrique beaucoup plus robustes et beaucoup plus résilients. Merci également pour le rôle important qu'elle a joué à côté du ministère de la Santé et de l'Action sociale, à côté des personnels de santé également dans le cadre de la riposte. Et je pense que, comme elle l'a dit, l'expérience d'Ebola a été déterminante et nous a beaucoup aidés. Merci beaucoup donc pour tout ce qu'elle a fait et également son équipe à ses côtés. Maintenant, je vais donner la parole au docteur Kengasson, qui est le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. La question que nous avons pour lui, c'est l'Union africaine a été créée. Pour quel motif et quel est son statut? Quel a été votre rôle pendant la pandémie de la COVID-19 et quel système de santé vous préconisez pour l'Afrique post-COVID? Vous avez la parole. Thank you, Excellencies, for the opportunity to. Je vous remercie, Excellence, pour l'opportunité que vous me donnez de contribuer à ce débat en cherchant à répondre aux questions que vous avez posées sur le Centre africain de lutte contre les maladies ainsi que notre rôle pendant la COVID. Permettez-moi tout d'abord de dire où nous en sommes avec la COVID. Pas seulement les statistiques continentales, puisque d'autres en ont déjà parlé. Nous avons eu plus de 2 millions de cas avec quelques 55 000 morts. Mais plutôt, je voudrais parler sous l'angle scientifique. Et je voudrais dire l'admiration que j'ai pour notre continent pour avoir fait contribuer la science à la lutte contre la COVID. 2 semaines après l'identification du virus à Wuhan, une séquence a pu être identifiée. Il est surprenant de noter que dans le passé, les vaccins devaient passer par une phase 1, une phase 2, une phase 3. Et alors qu'en quelques mois, l'on a déjà commencé à vacciner des personnes. Ceci témoigne de l'importance de la science, de la technologie. Donc, pourquoi le Centre africain pour la prévention et la lutte contre les maladies a été créé? Le CDC africain a été créé suite à la vision et à la sagesse de nos chefs d'État. Alors que l'épidémie d'Ebola ravageait notre continent, nos dirigeants au niveau le plus élevé ont estimé que notre continent avait besoin d'une institution spécialisée dans la santé publique qui travaillerait sous les auspices de l'Union africaine et serait à la disposition des États membres. Donc, notre rôle est d'appuyer les États membres pour qu'ils répondent aux endémies et aux épidémies. Nous entendons renforcer leurs capacités dans le domaine de la recherche et le développement, surtout de la recherche avancée. Et je parle du thème recherche parce que sans la science et la recherche, nous ne pourrons jamais faire face aux pandémies. Les mesures de santé publique que nous pouvons utiliser, comme la distanciation sociale, le lavage des mains et autres mesures que nous utilisons, ces mesures ne sauraient suffire. Il est évident que nous avons besoin de la science et de la technologie pendant la phase suivante de la COVID-19. Maintenant, quel est le rôle et le statut de CDC? C'est une institution spécialisée de l'Union africaine. Donc, le CDC est
à l'Union africaine ce que l'OMS et à l'Organisation des Nations Unies. Très souvent, les pandémies entraînent un sursaut d'innovation et de création. Et je pense que la création du CDC constituait la première innovation politique de nos chefs d'État et de gouvernement. Nous ne reconnaissons pas suffisamment assez l'importance de la création de cette institution et l'importance de la vision dont les chefs d'État ont fait montre. Nous, du Centre africain, nous voulons un nouvel ordre de la santé publique sur notre continent. Un nouvel ordre de la santé publique qui serait marqué par plusieurs facteurs. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas hypothéquer la sécurité de la santé de tout notre peuple. 1,2 milliard de dollars, nous ne pouvons pas hypothéquer sa sécurité en matière de santé aux forces de l'extérieur. Lorsque la COVID-19 a été signalée pour la première fois en Afrique le 14 février 2020, le continent n'avait pas de laboratoire. Aucun pays ne pouvait faire de tests de COVID-19. Et je le dis, en ce moment, il n'y avait pas un seul laboratoire qui pouvait faire un test de la COVID-19. Grâce au partenariat et à la collaboration avec l'Institut Pasteur au Sénégal et l'Institut national sur les maladies contagieuses en Afrique du Sud et avec l'OMS, nous avons pu former les gens en nous fondant sur la coopération que nous avons prêtée, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Heureusement, pour le continent, nous avons constaté que le choc était moins fort dans notre continent comparé aux États-Unis et à l'Europe. Donc, il nous a fallu plusieurs tentatives pour pouvoir renforcer nos défenses. Donc, après chaque pandémie, nous disons plus jamais ça. Mais il faut dire que plus jamais le continent ne doit être privé de la capacité de mener des diagnostics aussi simples tels que les tests concernant la COVID-19. Le deuxième domaine, c'est que nous avons constaté notre incapacité en tant que continent de 1,2 milliard de personnes de mener des recherches qui auraient pu conduire à la production de vaccins sur notre continent. Nous comptons toujours sur l'extérieur, la Chine, la Russie, l'Europe, les États-Unis, pour produire des vaccins qui seront utilisés sur notre continent. Madame la Présidente, je voudrais revenir en 2009. Lors d'une pandémie, nous avons fait face exactement aux mêmes difficultés. Et l'Afrique a fait la queue pour avoir accès à des vaccins, en attendant que les autres utilisent les vaccins et nous consacrent les restes. Le troisième domaine, c'est la production de médicaments. Nous ne pouvons pas parler de sécurité santé de notre pays sans parler de la capacité de produire des diagnostics, des tests de diagnostic, la possibilité de participer aux essais cliniques et de ne pas attendre que cela nous vienne de l'extérieur, et la capacité de produire des médicaments en procédant à des essais cliniques. Et ceci m'amène à la deuxième partie la plus importante, des investissements volontaristes dans la santé publique. Nous savons que dans le continent, nous avons besoin de 6 000 épidémiologistes. Actuellement, nous n'en avons que 1 900. Donc, il nous en manque plus de 4 000 que nous avons besoin de former. Pendant l'épidémie d'Ebola, qu'avons-nous fait entre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et la pandémie actuelle? En fait, nous avons connu ces manquements, ces déficiences pendant trop longtemps. Mais la COVID-19 nous a appris que nous devons combler maintenant ces déficiences
et nous livrer à des investissements économiques. Ces investissements doivent permettre de renforcer la sécurité nationale en matière de santé et j'insiste sur ce terme. J'aimerais dire que les perspectives d'avenir dans cette période post-Covid-19, nous devons lancer un appel à tout le continent, à chaque pays d'avoir un institut national de santé publique. Un institut qui peut coordonner un réseau de surveillance, qui peut identifier les épidémies suffisamment à temps et organiser la réponse. Deuxièmement, un réseau de laboratoires tels que l'Institut Pasteur au Sénégal. Troisièmement, former la main-d'œuvre et travailler sur des systèmes d'information que nous pouvons utiliser. Et la technologie aura un rôle important dans notre riposte face aux pandémies. Je conclurai en disant que nous devons assumer le leadership, nous devons saluer notre leadership politique, reconnaître ce qu'ils ont fait et surtout la qualité exceptionnelle de nos dirigeants. Nos dirigeants devraient chercher à renforcer notre système pour qu'il y ait plus d'investissements directs. Nous avons vu comment un petit virus peut paralyser notre agenda politique. Nous avions prévu un mouvement gigantesque. La voix de l'orateur est en train de se robotiser, les interprètes ne l'entendent pas bien. La charité commence à la maison, Madame la Présidente. Notre continent, donc, doit financer nos besoins. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Madame la Présidente, Monsieur Kengasson a terminé et votre co-chair, Monsieur Kamoui, nous a rejoint. Merci beaucoup, M. Kengasson, des réponses que vous avez bien voulu apporter à nos interrogations. Nous sommes à présent mieux édifiés sur les missions et les rôles du CDC Afrique, qui est un organe de conseil consultatif et technique. Votre intervention prouve toute la pertinence de ce centre qui aide à la prise de décisions rapides et à l'appropriation de nouvelles problématiques de santé. Je pense que l'Union africaine tirera les leçons et apportera des ressources suffisantes au CDC pour le nouvel ordre de la santé publique que vous appelez de tous vos vœux, pour que cela soit une réalité. Et nous avons également compris que la sécurité nationale en matière de santé est une priorité. Féliciter les dirigeants africains qui ont pris à bras le corps la riposte et qui sont aujourd'hui bien conscientisés par rapport à ce qu'il faut faire dans le futur pour éviter de pareils cas. Voilà, je vous remercie et je vais ouvrir le débat, permettre à ceux qui veulent intervenir donc de le faire, poser des questions de clarification et d'approfondissement. Voilà. Et à qui la demande? Non. Public, nous avons M. Raoul Nyangay qui demande la parole. Am I seeing what? Aye, Raoul. Yes. Raoul, vous avez la parole. Merci, merci honorable présidente. Je remercie également l'ensemble des panélistes et je souhaiterais porter mon intervention sur trois axes. Je vois que les investissements requis pour prendre en charge ces questions de crise
et notamment sur le plan sanitaire, exigerait dans un court délai que l'on mette en œuvre les contrats plans État-collectivité locale qui permettraient de prendre en charge des investissements pour améliorer la couverture sanitaire et relever les plateaux, au moins au niveau des départements. À côté de cela, il nous faut vérifier si dans nos collectivités locales, nous avons des outils de prévention, de gestion et de mitigation des crises de toutes sortes, et en la matière des crises sanitaires notamment, pour voir comment s'organiser et investir et réagir en fait comme il se doit quand ça arriverait. Et comme le disait Madame Mia, il faudrait effectivement que la réponse ou les préventions ne soient pas ponctuelles, mais que ça soit dans la durée. Et cela ne se peut que si nous avons des outils de prévention et de gestion à tous les niveaux et que le partenariat État-collectivité locale également se renforce dans cette dimension-là. Le dernier point de mon intervention sera en référence à ce que Cité et gouvernements locaux unis avaient fait en 2004. Est-ce que par rapport au Covid également, on ne sait pas également quand est-ce que sera l'après, nous le souhaitons le plus court possible, qu'en fait puisse mettre un programme de gestion de cette pandémie, en tout cas de prévoir des mécanismes de réaction rapides et coordonnés entre les collectivités locales et au-delà même des États. Je vous remercie. There is a place where it's written interpretation. Interpretation, should I click that one? Madame la Présidente, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres personnes qui demandent la parole. Voilà, on donne la parole à quelqu'un d'autre. Ou bien nous demandons à M. Kengasson de répondre à cette question. Quelle est la question? Je n'ai pas suivi la question. Monsieur Kengasson, vous pouvez répondre à cette première question. Nous avons des difficultés à entendre Dr Kengasson. Docteur, votre micro est ouvert. Madame la Présidente, oui. Votre microphone était aussi fermé, mais il est ouvert maintenant. Voilà, merci. Vous voudrez prendre la parole. Docteur, est-ce que vous pouvez répondre à cette première question qui a été posée par M. Raoul Nyandiaye? Je ne sais pas si vous m'entendez, mais la qualité du son est très mauvaise. Oui, nous devons donc... Il n'y a pas de traduction.
Oui, le son, la qualité du son est tellement mauvaise que nous ne pouvons pas entendre ce qui est dit par Dr. Kingasson. Docteur Kingasson, les traducteurs ne vous entendent pas. Apparemment, c'est un problème de connexion. C'est un problème de connexion, oui. Mais c'est à quel niveau? Parce que Madame la Présidente, nous vous entendons très bien, mais nous n'entendons pas le Dr. Kingasson. Les autres, oui, c'est dommage. Mais à quel niveau ça peut se régler? C'est au niveau de M. Kingasson, hein, Madame la Présidente. Il y a Madame Lucille Imboua qui demande la parole. Voilà, Lucille, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de... Je pense que c'est une question, mais il y avait aussi une question. En ce qui concerne les collectivités locales, je pense que Voilà. Lorsque nous avons commencé la riposte à la crise, la question du travail avec les collectivités locales s'est effectivement posée. Et je pense que dans le cadre de la multisectorialité et de la décentralisation, les collectivités locales doivent être associées aux épidémies et aux urgences sanitaires. En ce qui concerne les outils de gestion, oui, il y a des outils et ce sont des outils qui sont utilisés au niveau région, au niveau district. Et la gestion multisectorielle au niveau de la région ou au niveau du district doit pouvoir impliquer les collectivités locales et les associer à l'utilisation de ces outils-là. Je pense que ça a été une leçon tirée de cette crise, de cette pandémie, qu'il faut associer les collectivités locales et nous retenons ce que vous avez suggéré comme programme de gestion rapide des ripostes avec les collectivités locales et je pense que ça a tout son sens. Au niveau des Nations Unies, lorsque nous faisions nos réunions de coordination, vous savez que les agences ont diverses tutelles et souvent il est revenu de qu'est-ce que nous pouvons faire avec les collectivités locales. Nous avons préconisé, par exemple, rendre les collectivités locales peut-être responsables de toutes les interventions qui avaient trait à la communication de risques pour pouvoir favoriser l'engagement communautaire, par exemple. Mais il y a bien d'autres choses dans les 9 piliers de la riposte que les collectivités locales peuvent faire et peuvent contribuer à faire. Donc, je pense que l'idée du programme conjoint avec les collectivités locales, c'est quelque chose, en tout cas moi, que je retiens et qui me parle. Merci. Votre micro est fermé, Madame la Présidente. Je disais que les collectivités locales sénégalaises ont joué un rôle important dans la sensibilisation et la participation communautaire. Avec beaucoup d'agents, par exemple, je prends l'exemple des Badianougor, qui sont des animateurs et des animatrices au niveau local et qui ont beaucoup sensibilisé la population sur cette question, sur toutes les questions, en tout cas, qui se sont posées, mais plus particulièrement sur les mesures barrières. Et les collectivités locales ont également investi dans l'achat de masques, l'achat de produits de détergents, l'achat de beaucoup de choses hein, dont on avait besoin. Si on prend seulement l'exemple des écoles, avant l'ouverture des classes, il y a beaucoup d'investissements qui a été fait pour permettre donc aux populations d'avoir le minimum nécessaire pour pouvoir se protéger. Voilà, comme le savon, les détergents, comment on appelle ça encore, les bassines pour pouvoir se laver et surtout la disponibilité de l'eau au niveau des écoles et au niveau des quartiers.
Merci, Monsieur Diouf. La parole à Monsieur Diouf, le président des départements du Sénégal. Oui, Adam Diouf du Sénégal. Voilà, Adama, vous avez la parole. Est-ce que am na son? Adama? Donc, c'est avec un réel plaisir que j'ai accepté cette invitation. D'abord, c'est un honneur pour moi d'être choisi pour une activité aussi importante qu'un forum galien. Ensuite, sous la présidence de son Excellence, le président de la République. Madame la Présidente, je vous propose de passer à la deuxième partie de la session, s'il vous plaît. Nous sommes à 45 minutes. Et Monsieur Kamui, votre co-chair, est parmi nous. Voilà, et le docteur Cargasson, et à tous ceux qui ont bien voulu participer et contribuer à cette réflexion prospective. Nous avons beaucoup appris de la crise et nous avons recueilli vos idées intéressantes sur comment rendre nos systèmes de santé plus robustes et aptes à résister aux chocs endogènes et exogènes. À présent, je vais donner le témoin à monsieur le docteur Richard Chiabi Kamvi, qui va conduire les échanges sur le deuxième thème. L'intersectorialité de la santé et entre santé et décentralisation. Voilà. Voilà, je passe le témoin au deuxième modérateur. Monsieur Cambis, oui. Hello. C'est Monsieur Cambis, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends et je vous passe le témoin. Bon après-midi. Je vous remercie infiniment. Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier les organisateurs pour m'avoir donné l'opportunité de participer à cette séance importante. L'Afrique post-COVID-19. Je m'excuse, j'étais là à temps, mais j'ai eu des difficultés liées à la connectivité. C'est pour cela que je n'ai pas pu me connecter. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Yes. Thank you. Your mic is off. Yes, I have done. Très bien. J'ai activé mon microphone. Je disais donc que je n'ai pas pris part à la première partie et je ne sais pas exactement à quel niveau nous en sommes. Est-ce que Madame la coprésidente de séance peut m'indiquer le niveau auquel nous sommes parvenus au niveau de ce panel? Lorsque je me suis connecté, le docteur Kegasson avait la parole. Il faisait son exposé. Voilà, donc nous en sommes au
Numéro 2, intersectorialité, One Health et décentralisation. Donc, c'est à vous maintenant d'assurer la modération. Et vous avez également 2 intervenants, le docteur Adjaratou Ndiaye et le docteur Stanley Okolo. Voilà, je vous passe le témoin maintenant. Okay. Thank you very much Très bien. indeed. Je vous remercie Now infiniment. I understand. Je comprends May I maintenant take this où nous en sommes. opportunity to Permettez-moi welcome de saisir cette our speakers. occasion pour donner Let me, la without parole wasting à time, invite nos Dr. intervenants. Sans plus attendre, je passe la parole Ajaratou au Ndiaye, Dr. Adjaratou representative Ndiaye, the platform représentant One Health Senegal. Plateforme One Health I have a Sénégal. question for you. J'ai une question à votre And the adresse. question is, Et la the question est la origin suivante. of One Health has been decisive in the Le fight travail against de the virus. One Health a été déterminant dans And la today, lutte contre against la COVID-19, COVID-19. Et ça a également été le you cas share par with le passé. us the Est-ce que vous pouvez nous faire implementation of the part approach and the future? And des recommandations que nous devons adopter à l'avenir? over to you. Le Hello, système everybody. n'était pas Thank you très very bon. much to give me the floor. And I want Merci, to je speak vous in French, if it is remercie de possible. me passer la parole. And Je I vais hope you have m'exprimer the en translation. français. J'espère Mr. que vous allez President. suivre Yes, you are most l'interprétation. welcome. Monsieur You are le most Président. welcome. Oui, Thank you very vous avez much. la parole. Oh, OK. Il m'a été demandé de parler un peu de l'approche multisectorielle au niveau du Sénégal. Et effectivement, cette approche aussi, comment cette approche a été déjouée au niveau de la riposte Covid. Permettez-moi aussi de dire bonjour à votre coprésidente qui est une championne de l'approche One Health au niveau du Sénégal. Et je pense que tout à l'heure, dans ses interventions, ça a montré un peu son expérience dans la mise en œuvre de l'approche multisectorielle et de l'approche One Health au niveau du Sénégal. Madame la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, qui a travaillé avec nous énormément dans cette approche. Donc, toutes nos félicitations et vous conviendrez avec moi tout le plaisir que nous avons pour participer à ce forum galien qui est présidé par notre cher maître, le professeur Eva-Marie Kolsek. Donc, c'est l'élève qui est en train de dire un peu toutes les leçons apprises entourées par ces 2 grands maîtres à travers le professeur Eva-Marie Kolsek, mais aussi à travers Madame la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, à qui nous voulions beaucoup de respect. Et moi-même, je lui ai dédié le titre de champion de l'approche One Health. Alors, notre présentation, très rapidement, va se dérouler en 4 points. Tout d'abord, nous allons vous parler un peu du cadre institutionnel du Sénégal et peut-être le contexte, comment le Sénégal a mis en place ce cadre institutionnel de l'approche One Health. Ensuite, nous allons discuter un peu avec vous, partager avec vous le financement. Je pense que le financement aussi est une des stratégies de l'approche multisectorielle très, très importante et le Sénégal a eu à faire un peu sur ce financement de la crise de riposte. Nous allons aussi partager avec vous les acteurs de mise en œuvre qui montrent, comme le disait Madame la représentante de l'OMS, comment le Sénégal a réussi cette approche multisectorielle dans la gestion de la riposte. Et enfin, nous allons partager avec vous quelques leçons apprises, mais aussi des défis par rapport à la mise en œuvre. Alors, pour le cadre institutionnel et même peut-être le contexte, je pense qu'on ne vous apprend rien, c'est l'avènement des épidémies un peu partout, mais aussi la riposte Ebola, couronner tout ça un peu de la coopération tripartite OMS, OIE, où tout est parti, FAO, pour savoir que 70% des maladies humaines viennent un peu des sources, avec une source animale. Et ceci a justifié que maintenant, je pense qu'on parle d'une approche beaucoup plus globale, on parle d'une approche One Health définie par une santé humaine, une santé animale, une santé environnementale. Et le Sénégal a vu très tôt que le volet sécuritaire est un élément très important dans cette approche One Health. D'où le programme de sécurité sanitaire basé sur une approche One Health. Et le Sénégal aussi a eu la chance de bénéficier, faire partie un peu des premiers pays
qui ont bénéficié du Global Health Security Agenda, appuyé par nos partenaires américains, mais sur l'ensemble des autres acteurs, le système des Nations Unies, la Banque mondiale, etc. Donc, très tôt aussi, les hautes autorités de ce pays ont compris l'enjeu de cette approche du Global Health, basée sur une approche One Health. Et ceci nous a valu avoir un leadership très élevé, qui fait partie des éléments de réussite du cas Sénégal, si on peut s'exprimer comme ça. Et donc, à cet effet, nous avons un cadre institutionnel qui est composé d'abord, surtout spécifiquement d'une manière générale, spécifique dans l'approche de la gestion Covid, avec un niveau supra-stratégique qui est composé de 2 niveaux. D'abord, le niveau présidentiel, comme je le disais tantôt à l'entame de mon propos, avec un comité interministériel de haut niveau qui était présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec une représentativité des ministres sectoriels, mais aussi des forces de défense de haut niveau, des officiers supérieurs, et aussi le monde universitaire et le monde de recherche. Donc ça, nous avons eu la chance dans cette gestion de riposte très tôt, que la très haute autorité a mis en place ce comité interministériel de haut niveau que lui-même il présidait. Donc ça montre un peu le leadership très élevé que nous avons eu dans cette réponse. Ce niveau suprastratégique aussi avait un autre niveau, une autre station au niveau du secrétaire général du gouvernement, avec le comité de pilotage du Haut Conseil national de sécurité sanitaire mondiale qui est mis en place au Sénégal depuis 2017, avec une représentativité aussi stratégique, ça veut dire les secrétaires généraux sectoriels, des acteurs de la société civile, du secteur privé, les collectivités territoriales, on y reviendra tout à l'heure, le rôle extraordinaire qu'a joué ces collectivités territoriales dans la riposte, mais aussi le monde des universitaires, les chercheurs et la communauté. Donc, les 2 niveaux suprastratégiques que je viens de vous décrire sont complètement multisectoriels. Et ça émane du cadre institutionnel du Haut Conseil de sécurité sanitaire mondiale, qui montre toute la définition que nous avons, sécurité sanitaire mondiale, en mettant l'accent sur l'enjeu planétaire de ces crises. Alors, toujours dans le cadre institutionnel, nous avons mis en place aussi le cadre existé, mais dans la gestion de riposte Covid aussi, on a eu à éprouver ce cadre. Ça a très bien marché, éventuellement avec beaucoup de leçons apprises, éventuellement des points à améliorer. Le deuxième niveau, c'est le niveau sectoriel. Dans cette gestion Covid, nous avons eu le niveau sectoriel. D'abord, on va commencer par le ministère de la Santé, qui était maître d'œuvre de toute cette riposte, avec le Comité national de gestion des épidémies, qui a une composition fortement multisectorielle. Les points focaux sectoriels de la sécurité sanitaire mondiale One Health sont membres et ont participé effectivement à toutes les réunions du Comité national de gestion des épidémies. Mais aussi, nous avons aussi à ce Comité national de gestion des épidémies des comités techniques à travers la prise en charge, la PCI, les laboratoires, la CREC, la communication de risque et l'engagement communautaire, les aspects logistiques, les aspects financement. Et ces comités ont travaillé depuis le 2 mars et bien avant même le 2 mars, depuis le cas de la crise au niveau de la Chine. Ce comité a été déjà activé avec une préparation de la phase préparatoire, avec un plan de phase préparatoire, toujours dans une approche multisectorielle, avec l'implication de l'ensemble des sectoriels. On y reviendra. Nous avons ici une autre entité qui est la cellule opérationnelle de gestion Covid, qui est aussi une entité complètement multisectorielle, qui se réunit tous les jours avec l'ensemble des sectoriels, du secteur de la pêche, secteur animal, forces de défense et sécurité, l'environnement, l'ensemble des sectoriels, tous sont membres au niveau de ces 2 comités qui sont basés au niveau du ministère de la Santé. Alors, ce que nous avons eu dans les autres secteurs, qui peut-être va être le point qui montre en exergue un peu l'approche multisectorielle qui a été utilisée au niveau du Sénégal, on peut dire qu'au niveau de tous les secteurs, il y avait un comité de crise qui a été mis en place. Et ce comité de crise intrasectoriel était multidisciplinaire. Ça veut dire que chaque ministre a mis au niveau, au moment de la crise, un comité avec l'ensemble de ses directions ou services, avec des fonctions différentes pour gérer la crise d'une manière intrasectorielle,
mais avec un lien avec le comité multisectoriel. Et ça aussi, ça a été très salutaire pour voir le leadership intrasectoriel de haut niveau qui était géré par les ministres en mettant des comités de crise sectoriels. J'ai eu la chance de participer à certains de ces comités où effectivement, c'était soit le ministre ou le secrétaire général du ministère concerné qui dirigeait ces réunions de crise avec des analyses approfondies selon leur mission régalienne en tant que secteur. Nous avons aussi les organisations de la société civile qui n'étaient pas du tout en reste. L'implication des organisations de la société civile à toutes ses formes, en passant des organisations professionnelles, des ONG, la diaspora qui s'est organisée en intra, là où ils sont, mais aussi à travers le pays d'origine. On a eu beaucoup de mouvements associatifs. Madame le ministre, tout à l'heure, la présidente parlait des Badjanougor. Tous les types d'associations au niveau de la société civile se sont mobilisés pour avoir une implication effective dans la gestion de la riposte. Et ça, à des niveaux les plus reculés du Sénégal, on a vu toutes les organisations de la société civile qui se sont organisées, qui ont mobilisé des moyens, qui ont mobilisé leurs forces, qui ont identifié des stratégies. Et ça aussi, je pense que ça fait partie des éléments du succès du Sénégal. Il y a le secteur privé aussi du Sénégal, nous les félicitons. Nous avons eu un secteur privé très tôt qui s'est engagé avec une mobilisation de fonds. Nous avons vu le défilé un peu de toutes ces organisations, passant par le monde, les commerçants, les entreprises, les banques. En citant, je risque d'en oublier, où effectivement, soit dans le cadre du RSE ou bien dans le cadre uniquement d'un engagement national, sont venus pour se mobiliser, en mettant aussi des moyens. J'ai vu dans certaines structures hospitalières qui ont bénéficié beaucoup de matériel qui ont été offerts par le secteur privé. Et c'était le défilé aussi au niveau du ministère de la Santé avec l'implication du secteur privé. Selon leur valeur ajoutée, ils sont venus appuyer la riposte. Nous avons un autre niveau qui est aussi une particularité peut-être du Sénégal. On se dit que peut-être tous les autres secteurs ont dû se mobiliser dans les ripostes dans d'autres pays, mais comme le disait Madame la représentante de l'OMS, le Sénégal fait partie des pays qui sont cités avec une approche multisectorielle qui a été effective. Nous avons eu ce qu'on appelle des plateformes d'engagement communautaire. Je pense qu'il y a aujourd'hui, hier ou demain, avant-hier, je pense que le professeur Niang a dû parler un peu de ce processus d'engagement communautaire qui a été une clé de succès pour la réponse du Sénégal avec tout son processus de co-construction. Nous ne définissons pas les stratégies nous-mêmes, c'est la communauté qui nous écoute, qui est sensibilisée et qui définit quelles sont les stratégies adéquates pour la communauté, pour eux-mêmes. Et là, c'est passé par des processus de co-construction ensemble, comment on peut mettre les choses en place avec tout un processus de co-construction, on les écoute, ils nous identifient des stratégies et je pense que ça, c'est quelque chose que la sécurité sanitaire d'une manière générale, je parle un peu d'une santé beaucoup plus globale, va utiliser dans le futur, ne plus identifier des stratégies ou des interventions communautaires et venir l'appliquer au niveau de la communauté, mais c'est de construire avec la communauté des stratégies adéquates, adaptées. Et je pense qu'on a eu des résultats là-dessus. Je ne vais pas trop m'étendre. Je pense que notre maître Chernian a dû partager en long ce processus-là. Alors, l'autre volet, toujours dans l'approche multisectorielle du Sénégal, c'est le niveau périphérique. Le niveau périphérique a joué un rôle très important et tout à l'heure, on le dira dans les défis. Nous avons eu quand même un management périphérique de la riposte. Nous avons vu à travers le pays l'ensemble des 14 régions du Sénégal avec leurs comités régionaux de gestion des épidémies dirigés par les autorités administratives, quel que soit le niveau déconcentré, ont eu à manager cette riposte dans une approche multisectorielle, d'autant plus que ces comités étaient multisectoriels, multidisciplinaires, l'idée par le gouverneur ou les préfets ou les sous-préfets. Et là aussi, c'est une stratégie décentralisée de la réponse multisectorielle. Alors, nous avons aussi beaucoup d'associations au niveau du périphérique dans une réponse beaucoup plus décentralisée qui se sont organisées soit dans la localité, soit dans le village, ou bien soit au niveau régional, pour avoir une réponse beaucoup adaptée par rapport à leur niveau, sachant que la réponse de Dakar, du département de Dakar, peut être complètement différente du département de Linguère, chez moi. Alors, voilà un peu le cadre institutionnel. Le deuxième élément, c'est le financement. Je pense que toute cette riposte-là, un des défis majeurs, c'est le financement.
Le Sénégal a eu la chance d'avoir quand même un financement multisectoriel. Ce financement multisectoriel était déjà très tôt. La très haute autorité de ce pays a compris les enjeux de cette crise et a mis un financement multisectoriel avec les fonds Covid. Et plusieurs secteurs ont eu effectivement à bénéficier de ce fonds, passant par les secteurs tertiaires, le ministère de la Santé, les forces de défense et sécurité et le monde artisanal, l'industrie, on peut en citer, où effectivement 1 000 milliards ont été mis sur la table pour financer les interventions multisectorielles de cette riposte au niveau du Sénégal. Mais aussi, nous avons une particularité. Le leadership des ministres ont fait que certains ministres, la plupart d'entre eux, ont utilisé leur budget propre pour financer les interventions. Selon les interventions sectorielles, ils ont financé leurs interventions sur fonds propres. Donc là aussi, nous nous félicitons de ces deux approches qui peuvent appeler des financements propres dans l'approche sectorielle. Évidemment, nous n'allons pas obliger les partenaires techniques et financiers qui ont eu à financer le plan de contingent multisectoriel, mais certains aussi ont financé des secteurs directement. Donc voilà aussi un autre volet de l'approche multisectorielle, c'est le financement. En fait, nous allons vous parler un peu du cadre de mise en œuvre. Je pense que le cadre de mise en œuvre, on l'a dit, c'est le niveau central, le niveau déconcentré, c'est les plateformes d'engagement communautaire, bien que ces plateformes, peut-être dans les défis, on devrait peut-être renforcer un peu ces financements et on va y revenir. C'était le secteur public, la société civile, le secteur privé. Excuse me. Yes. Excuse me. If you can kindly wrap up, Doctor, you have said so much, but I am afraid we are running out of time. If you may, I don't know my time. It was, I said my time. 5 minutes. It was 5 okay, minutes. Okay, in 5 minutes I'll finish. Yes, please, because we have to allow another speaker. Thank you. Thank you very much. Over to you. OK. Et on avait aussi les collectivités territoriales. Je vais m'arrêter sur là. Madame la Présidente l'a dit. Nous avons les élus locaux, nous avons les maires qui ont énormément fait. L'eau, l'assainissement, les mesures barrières, l'appui social, l'appui. Je pense que s'il y a des maires qui nous écoutent, ils savent comment ils ont été éprouvés au moment de la crise par leur communauté, par leur territoire, pour leur demander des appuis, soit c'est des appuis sociaux ou des appuis psychologiques, mais en même temps, ils ont énormément fait en achetant du matériel, là aussi on l'a vu. Donc, les élus locaux ont déjà montré un peu leur voix, sachant que la santé et d'autres secteurs sont des compétences transférées, et je pense qu'ils ont eu à jouer leur rôle dans la gestion de cette riposte. Enfin, nous avons aussi les universités et les instituts de recherche qui ont joué leur partition, surtout pour la recherche, les innovations. Beaucoup d'innovations ont été... Moi, j'ai l'habitude de dire que Covid, c'est vrai, malheureusement, on a eu beaucoup de décès, mais en même temps aussi, c'est une opportunité de comprendre un peu que nous, dans les pays, maintenant, on peut compter sur nous-mêmes, ne serait-ce qu'on voit ce qui se passe au niveau des innovations, le financement propre des crises. Je pense que c'est une opportunité de renforcer un peu nos capacités. Nous avons aussi les forces de défense et sécurité qui ont joué des rôles sur la gestion des frontières, sur la sécurité publique, sur la sécurité des structures de prise en charge, le suivi des contacts, la prise en charge avec la direction de la santé des armées, les aspects logistiques. On a vu les camions de l'armée qui transportaient des vivres, le secteur éducatif, la continuité de l'apprentissage à distance, le respect des protocoles de sécurité, les réformes du système éducatif, le maintien des examens avec des stratégies innovatrices, ce qui a fait qu'on n'a pas perdu une année blanche au niveau du Sénégal, le transport, la restriction sur les transports, le tourisme, certains hôtels ont été étudiés comme des sites de quarantaine, le commerce, la gestion pour la disponibilité des denrées de première nécessité, zéro rupture en termes de denrées de première nécessité. Bravo au secteur commerce. Diaïmomburu, e-commerce, l'industrie et l'artisanat avec la disponibilité des normes pour la fabrication de gel, de masques, mais aussi la protection sociale, l'appui socio-économique, les affaires étrangères, le milieu carcéral, la justice, le financement avec le presse qui comporte plusieurs mesures, à savoir... Excuse me, I'm finished. Again, I really have, please,
we need to listen from Professor Stanley Okolo. S'il vous plaît, nous avons d'autres orateurs comme le professeur Stanley Okolo. Donc, je voudrais vous remercier sincèrement, Dr Ndiaye. Votre présentation a mis en exergue toutes les leçons qui ont été apprises, surtout quand on en arrive à la qualité du leadership, depuis le président jusqu'au ministre et jusqu'aux autres institutions. Et je voudrais saluer aussi mon amie, la professeure Eva Marie-Kalsok, qui fait partie de ce leadership. Nous éprouvons une grande admiration pour vous et depuis la COVID-19, le Sénégal a montré qu'il avait un leadership de qualité. Surtout que le Sénégal s'est fondé sur le principe du One Health pour que toute la communauté travaille avec le gouvernement. Et c'est le chemin qu'il fallait prendre. Maintenant, je voudrais donner la parole au professeur Stanley Okolo, directeur général de WAHO, l'Organisation ouest-africaine de la santé au Burkina Faso. Professeur Okolo, veuillez résumer. WAHO a beaucoup aidé les pays membres de la CEDEAO pendant la période de la COVID-19 et a même apporté un appui en médicaments, en équipements, en procédures pour la réouverture des frontières aériennes. Vous avez aidé à renforcer les laboratoires et les équipes d'épidémiologistes. Maintenant, pouvez-vous faire un bilan? Pouvez-vous nous dire tout ce que cela implique après maintenant la COVID-19? Merci beaucoup. Je suis heureux de vous revoir, Dr Kamwi. Je crois que nous nous sommes vus la dernière fois à Genève, à l'OMS, il y a de cela 2 semaines. Et je voudrais surtout remercier la professeure Ava Marie-Kalsok pour m'avoir invité. Nous nous sommes revus la dernière fois au Togo. Et je crois qu'en ce moment, c'était en octobre 2019 et nous ne savions pas ce qui nous attendait en janvier 2020, c'est-à-dire cette COVID. Mais je sais que j'ai 5 minutes et autant que possible, j'essaierai de parler pendant 5 minutes. Toutes les questions ont été couvertes par divers orateurs. Je remercie le Dr John Kengasong. John a déjà parlé de la coordination, de la collaboration et de la communication que nous avons en Afrique. L'Organisation ouest-africaine de la santé, en appui aux 15 pays membres de la CEDEAO, a été la première institution régionale à tenir une réunion ministérielle pour adopter une approche régionale. Et nous avons fait cela le 14 février. Dès l'apparition du premier cas en Afrique, c'était le 27 février. Donc, alors que nous nous réunissions à Bamako, c'était donc en février, c'est là que le premier cas a été déclaré en Égypte. Nous pouvons dire que nous avons quelques résultats. Et en 5 minutes, j'aimerais me concentrer sur les défis. Et aussi, mais les défis, vous le savez, constituent aussi des ouvertures et des perspectives pour l'avenir. Et j'aimerais insister sur les capacités. Lorsque je parle de capacités, je parle de capacités en termes de ressources humaines, d'infrastructures et des défis que nous avons dans la région et dans les 15 pays de la CEDEAO. J'aimerais parler aussi de technologie. Lorsque je parle de technologie, je pense aux questions de laboratoire et aussi aux connaissances que nous pouvons tirer des technologies. Et enfin, je parlerai de leadership et de gouvernance. Et ici, nous parlons du caractère multisectoriel de cette affaire. Dans beaucoup de pays, nous avons pu régler les problèmes techniques.
Le premier point, c'est que l'architecture de la surveillance des maladies qui a été mise en place en Afrique pendant Ebola nous a mis dans une position meilleure, plus confortable pour faire face à la COVID-19. Donc, l'Ebola, c'était peut-être 3 pays, si on ajoute le Nigeria, mais pour la pandémie, c'est tous les 15 pays qui sont concernés. Lorsque John a parlé des instituts publics nationaux, nous en avons déjà dans nos 15 pays. Et c'était cela qui a fait notre force. C'est ce qui a permis de coordonner l'effort national. Et WAO a eu le privilège de coordonner cet effort national et d'assurer la communication entre les différents instituts. John a parlé des autres aspects, surveillance, recherche, ressources humaines, laboratoire, et pour les perspectives d'avenir, comment nous allons réunir les interventions internationales. Pour les capacités, nous avons estimé qu'il était nécessaire. Le Sénégal, à un certain moment, a eu des difficultés pour avoir du personnel de santé publique suffisant. Et ce que nous avons fait en utilisant la technologie, nous avons organisé des formations en ligne. Des formations en ligne pour appuyer les pays. Et bien sûr, nous pouvions donner les fonds pour que le Sénégal puisse relâcher certains membres du personnel qui n'étaient pas dans le secteur public pour qu'ils appuient le secteur public. Dans d'autres pays, cela ne suffisait pas. Alors, ce que nous avons fait, nous avons cherché nous-mêmes à former des gens. Et nous avons formé 3000 personnels d'appui dans les 15 pays, à peu près 20 par pays. Et donc, c'est le défi que nous avons rencontré. L'autre problème de capacité qui se posait, vous avez parlé, vous l'avez dit, c'est les questions d'infrastructure. Mais parlons des infrastructures quelque peu. Les technologies que nous utilisons pour la communication. Certains de nos pays, si ce n'est la plupart de notre pays, ont une plateforme qui est un système d'information sur la santé, mais en fait, ces systèmes ne sont pas assez dynamiques. Nous avons demandé au Nigeria et au Ghana, dans une certaine mesure, d'utiliser la technologie que nous appelons SOMAS. Donc, et cela a été très utile pour coordonner les centres d'opération d'urgence, aussi bien en termes de surveillance qu'en termes de gestion des cas. Enfin, toujours au niveau de la technologie, au moment où nous ouvrions nos frontières, le problème était comment assurer des voyages en toute sécurité, notamment avec des tests. Et nous avons utilisé un programme approuvé par l'Union africaine que nous avons mis en pilote en Afrique de l'Ouest pour numériser tous les tests de laboratoire pour les voyages. Donc, lorsque vous arrivez à une frontière aérienne, maritime ou terrestre, nous saurons effectivement par quel endroit vous êtes entré et nous saurons aussi si vos tests sont authentiques. Donc, cela a permis d'ouvrir beaucoup de potentialités. Les perturbations de chaînes d'approvisionnement ont constitué un défi pour nous, qu'il s'agisse de produits pharmaceutiques, de vaccins, de tests et autres. L'Institut Pasteur de Dakar produit des tests de diagnostic rapide et la WAO travaille avec l'Institut Pasteur pour que ces tests soient disponibles dans nos pays. Maintenant, nous sommes en train de voir comment nous pouvons appuyer les producteurs de produits pharmaceutiques par le truchement de la banque de la CEDEAO. Et dans le domaine maintenant de la confiance publique, je suis heureux d'entendre le Dr Ndiaye qui vient de parler, de dire comment est-ce qu'ils ont utilisé la participation des communautés. Et ceci est très important. Lorsque le Sénégal a commencé les commissions de transmission communautaire ou les contaminations communautaires au mois de mars, et surtout dans les zones religieuses, alors le président a parlé avec
les chefs religieux et certains événements ont été renvoyés. Et cela est particulièrement important. Maintenant, quand nous ouvrons nos frontières, si nous ne réduisons pas le coût des tests à l'arrivée ou des tests au départ, cela risque des problèmes. Dans certains pays, c'est $150, dans d'autres, c'est $50. Sinon, le public ne va pas être satisfait et il va penser qu'il y a maintenant le Covid business, qu'on a commercialisé le Covid. Et nous devons conserver la confiance du public. La Covid est là pour longtemps. We take the people with us. So that is why, et nous devons veiller à avoir l'adhésion de nos populations dans la lutte. Ce que nous avons appris, c'est qu'avec l'engagement de tous les pays, les gens se sont moins focalisés sur leur souveraineté pour insister sur la coopération régionale. The actions of all the countries, but also grateful to the leaders from the heads of states. Et nous devons une énorme dette de gratitude aux dirigeants, aux chefs d'État, aux ministres, au président Buhari qui en a été le champion, au ministre de la Santé. Nous avons eu un groupe WhatsApp entre tous les ministres. Et nous avons pu même déplacer des médicaments du dépôt d'un pays vers le dépôt d'un autre pays au nom de la solidarité dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Merci, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps.